Alors, avis. Merci Jérôme pour ce sujet passionnant sur l'ONU. Avis, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? J'ai fait une émission sur Tandem TV sur les États-Unis et je l'avais intitulée « Je t'aime moi non plus ». Et finalement, je me suis dit, mais on est un peu dans le même cas de figure, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le cas des États-Unis, je t'aime moi non plus parce que les Américains obéissent d'abord à leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle parfois ils nous aiment, parfois ils sont un petit peu réticents. Mais finalement, en ce qui concerne la France, c'est différent. On a un problème ici d'idéologie, idéologique. Et on a l'habitude de croire que tout commence avec la politique arabe de la France après 1967. Ou en tous les cas au moment de la déclaration du général de Gaulle sur les Juifs surdeux et dominateurs. Alors qu'en fait, ça a commencé déjà en 1958. Lorsqu'il fait sa tournée africaine, le général de Gaulle va avoir effectivement pour mission sacrée que de vouloir damer le pion aux États-Unis et finalement être un pays qui compte en Europe et de vouloir finalement donc se retrouver personnage important dans l'enceinte, dans le cénacle mondial. Et il va entamer donc cette tournée africaine finalement en encourageant tous les peuples finalement à retrouver, à déclarer leur autonomie, à vouloir déclarer leur indépendance. Et on se trompe quand on parle de 67. Déjà, il y avait ce principe-là d'une politique qui allait s'adresser aux populations, entre guillemets, colonisées. Aux populations, finalement, victimes de quelque chose, victimes, allez, pour dire les choses grossièrement, de l'histoire des empires. Et depuis, on a eu 1967, sa fameuse déclaration, et on a eu une espèce de vide absolument galaxique d'une présence, la moindre proximité affichée sur le plan diplomatique de la France avec Israël. Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est aussi une rupture, beaucoup l'ont oublié, mais de l'indépendance jusqu'en 58, tu me contredis si je dis une erreur, la France est le premier partenaire d'Israël. La France fournit les premiers Leclerc, les Rafales, c'est eux qui vont en 67 permettre la victoire de la guerre des 6 jours et l'arme nucléaire. Et donc il y a des relations au départ qui sont extrêmement fortes, que De Gaulle, à partir de 58, effectivement, modifie, et on a une date de rupture 67 qu'on a gardée, qui est plus ou moins la bonne date, mais c'est cette rupture très forte que tu as entre la 4e et la 5e République. Alors c'est là que j'en arrive. Il y a une idéologie, un petit peu comme la boutique, le devant de la boutique, et il y a l'arrière-boutique. Alors en fait, personne au sein de l'appareil militaire français, depuis même 1958, son arrivée au pouvoir et le changement donc de constitution, personne dans le cercle militaire n'oublie bien entendu qu'Israël a été aux côtés des Français et des Anglais lors de la guerre de Suez. Personne ne l'oublie. Et des amitiés, effectivement, se sont créées. Et des industriels, sans les citer, la famille Dassault, va beaucoup œuvrer avec les Israéliens, avec d'ailleurs un homme qui, à l'époque, va servir un petit peu de facteur, en tous les cas délégué par Ben Gourion, c'est Shimon Peres, qui va beaucoup œuvrer pour faire en sorte que Israël devienne une puissance atomique. Et à partir de là, les relations ne vont jamais cesser sur le plan strictement militaire. Elles vont se ralentir, elles vont même connaître une pause,
c'est la fameuse crise pétrolière de 73 pendant la guerre de Kippour, mais elles ne vont jamais réellement cesser. Et finalement, on se retrouve à partir du ministre de la Défense, François Léotard, avec une démultiplication. On est encore en 93 ? On est en 93 à l'époque, avec une démultiplication du renforcement du soutien logistique et militaire et des échanges de la capacité aussi militaire française grâce aux découvertes et aux expériences du terrain de l'armée israélienne avec la France. Donc ça, c'est l'arrière-boutique. Et depuis, n'a jamais cessé non plus les relations culturelles. On connaît par exemple l'amour qu'avait Teddy Kollek pour les États-Unis, mais aussi pour la France. On connaît le plaisir, l'épanouissement de ce bel homme dans son uniforme, Moshe Dayan, qui, auprès de la jeune féminine, que de New York à Paris, finalement, fréquentait la jet set. De très 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 souvent, et en même temps les archéologues, parce qu'il était un féru d'archéologie, les archéologues de l'école française, et donc vous savez qu'elle est pour partie, en tous les cas, à Jérusalem, elle fait partie de l'école biblique qui a travaillé sur les rouleaux de la mer Morte. Absolument. Et donc finalement, on a cette arrière-boutique qui fonctionne et qui fonctionne très très bien. Plus les renseignements, plus l'économie, plus les échanges universitaires. Quelque part, moi, dans ce que tu dis, j'entends que les relations seraient parfaites si on met à part le Quai d'Orsay. Et finalement... La politique arabe de la France. Et finalement, cette politique arabe de la France, elle est juste arrivée, peut-être, en tous les cas, c'est peut-être une formule d'espoir, mais en prospective, on la met comme hypothèse de travail. Voyez par exemple cet exemple du Quai d'Orsay qui se saisit de cette histoire de ces enfants français, enfin de nationalité française, qui auraient été tués lors d'un bombardement. Finalement, il l'annonce pour paraître bien évidemment équilibré. Il faut préserver ses amis. Et on se retrouve finalement avec Là, tu parles de récemment. Récemment, l'hôpital à Gaza, dans les premières 24 heures, dont la plupart des médias ont annoncé que il avait explosé à cause des Israéliens, alors qu'en fait, c'était pas l'hôpital, mais le parking, c'était pas un missile israélien, mais une roquette palestinienne. Alors, et aussi de Jabalia. D'accord. Voilà. Où deux enfants auraient été touchés par un bombardement, seraient morts, et dont la mère, finalement, on apprend qu'elle était une activiste absolument acharnée, poursuivie par un mandat international pour avoir détourné de l'argent destiné à des fins humanitaires et qui finalement va servir à armer des djihadistes. Cette mère-là, donc, on peut imaginer que elle n'a pas suivi les instructions de l'armée israélienne de vouloir rejoindre le sud pour mettre en sécurité ses enfants, et qu'elle est restée là donc de manière volontaire. Est-ce qu'elle avait des émules? En tous les cas, on peut imaginer que cette femme-là, qui avait trouvé refuge alors que poursuivie par un mandat international, on trouve étrange là aussi elle est mariée avec un Palestinien, non? Mais peu importe. La question, c'est que le Quai d'Orsay va publier la mort de ces deux enfants français, mais va oublier de rapporter le profil criminel de cette mère. Et là, on a toute le mécanisme mortifère du Quai d'Orsay qui a du mal à présenter une vision claire de sa politique arabe. Préserver ses amis et en même temps donner une information qui soit équilibrée. Sauf que là, on parle pas d'un équilibre. On peut pas mettre en équilibre ce qui a été d'une agression barbare par un groupe terroriste. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de médias dans ce que tu dis? C'est les médias, quand ils annoncent que l'hôpital, en direct, à peine, on n'a même pas le temps de vérifier, Israël a bombardé un hôpital de Shifa, là, à Gaza. C'est tout de suite. Ils n'ont même pas eu. C'est d'abord, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'ils reprennent
texto Oui, les dépêches de non, 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 l'AFP. pas Al Jazeera. Ah, non. Non, non, leur Ah. seule source d'information à l'intérieur de Gaza, c'est le Hamas. Donc, il n'y a pas de journalistes indépendants à Gaza actuellement. Il n'y a que les journalistes et les informations du Hamas, reprises texto par l'AFP. L'AFP qui ne nomme pas et qui a donné comme consigne à ses journalistes de ne pas désigner le Hamas comme organisation terroriste. Sauf que là, vous avez tout à fait raison, mais vous parlez de ce qui se passe dans les médias. Moi, je parle ici de représentants diplomatiques, du Quai d'Orsay en l'occurrence, qui a ses représentants, sa délégation au sein même de Gaza. Puisque, vous le savez, il y a même un centre donc parlementaire, un centre français, culturel à Gaza. à Gaza. Il y a donc, c'est pour ça d'ailleurs il y a des binationaux, mais il y a donc cette représentation. Ils ont l'information, et je ne compte pas, bien entendu, que après la visite d'Emmanuel Macron, les services de renseignement français qui ont accompagné la délégation et qui, bien sûr, pour certains d'entre eux, sont en train de travailler pour avoir collecté des informations, sinon d'aller sur le terrain pour les otages français. Donc on a quelque chose ici qui est un petit peu absurde, où le Quai d'Orsay, qui devrait avoir sinon une neutralité un petit peu subjective, en tous les cas là a une neutralité complètement absurde. Et donc on voit peut-être là, avec cette histoire-là, où on ne peut pas mettre en équilibre, en équation, une agression barbare par un groupe terroriste et une armée qui se défend. Il faudrait juste rappeler, Qui sort dans les rues. d'abord donc, quand on parlait de Palestiniens, on va être précis. On parle de ces groupes terroristes qui font la pluie et le beau temps à Gaza, qui d'ailleurs prennent en otage toute leur population, et qui soit, d'ailleurs, on parle toujours du Hamas, mais il faudrait parler aussi de la déclinaison djihad islamique, et notamment le FPLP, et j'en reviens à la France, le FPLP, dont une de ses représentantes a failli se retrouver à faire un discours à l'Assemblée nationale invité par la France insoumise. Donc, et il a quand même réussi à faire une tournée française où elle a pu donc effectivement donner des conférences au titre de quoi? Délégué du FPLP, groupe terroriste reconnu par l'Union européenne et par l'ONU. Donc on est là dans une perversion des choses. Alors c'est parce qu'il y a eu justement agitation médiatique, agitation de quelques médias pour le faire remarquer qu'il y a eu réaction et interdiction qu'elle puisse prendre la parole. Elle l'a prise d'ailleurs à l'extérieur. Mais Avi, excuse-moi, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que ce positionnement de la politique étrangère de la France vient d'un historique depuis 60 ans, vient toujours d'intérêts arabes, pétrole, gaz et argent du Qatar, ou vient d'une vraie peur de l'importation du conflit, alors qu'il y a 3 mois, on avait peur en France avec l'embrasement des banlieues et des villes moyennes, et que on est encore dans une situation compliquée, et qu'on a peur demain que si la France prenne une position clairement pro-israélienne, que toute une partie de la jeunesse arabo-musulmane mette le feu à la France. Évidemment, il y a déjà 800 actes antisémites. Bah oui. les deux, mon général. Les deux, mon général. Bien sûr que il y a une tradition, et d'ailleurs la plupart des géopolitologues invités font figure de dinosaures aujourd'hui sur des plateaux de télévision, figure de dinosaures, parce qu'ils n'ont pas d'autre langage à restituer que celui de la politique arabe traditionnelle, parce qu'ils veulent garder leurs entrées au Quai d'Orsay, parce qu'ils veulent entretenir une espèce de continuum de la politique française, et puis finalement préserver la moindre parcelle d'influence qu'il pourrait avoir. Sauf que avec la visite de Macron chez Mahmoud Abbas, nous avons là l'exemple même de l'inanité de la diplomatie française. On a présenté sa visite comme « Ah, mais regardez, il est le seul à avoir été jusque là-bas, il a été invité par Mahmoud Abbas. Il a pu aller aussi donc au Caire dans cette visite où on n'a rien dit. Et finalement, c'est peut-être là l'inanité.
c'est que les autres n'ont pas voulu y aller. Les autres n'ont pas voulu y aller à rencontrer Mahmoud Abbas. Il n'y avait pas d'intérêt. Mais la France y a été. Et on s'en est glorifié. C'est l'absurdité. Enfin, glorifié, il a quand même un bilan un peu ridicule de ce voyage. Mais justement, c'est ça l'inanité. Dans tous les médias, c'était ça. C'est l'inanité. Alors, non, beaucoup de médias, au contraire, notamment les médias publics, ont accompagné... Uniquement les médias publics. Avec beaucoup de... Oh, pas simplement, et quelques privés aussi. Et ont accompagné le voyage, justement, où lui, finalement, on a cette tradition où on peut parler à tout le monde. On est peut-être... J'en ai même entendu qui rappelait Dominique de Villepin. Vous voyez, là, on était grand. On pouvait avoir cette indépendance d'esprit qui fait la France. Mais soyons juste humbles. À ton avis, quel est l'avenir dans la relation entre Israël et la France ? Alors, je crois que il y a aujourd'hui quelque chose de symétrique entre la France et Israël par la force des choses. C'est vrai que on a parlé du Quai d'Orsay, on a parlé de cette inanité diplomatique de la France. D'ailleurs, vous le voyez bien, elle a perdu pratiquement, quasiment, d'ailleurs, toute son influence sur tous les continents. Et finalement, eh bien, je voudrais pas citer quelqu'un auquel j'aurais plutôt quelques déjections, mais je vais le citer pour toi. Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour l'a emprunté à Maurras, qui disait il y a le pays légal et le pays réel. Le pays légal, effectivement, c'est l'institution, mais le pays réel, c'est peut-être aujourd'hui une France qui se sent dans une insécurité, je reprends vos remarques de tout à l'heure, dans une insécurité absolument étourdissante, parce que je rappelle qu'il y a encore quelques mois, les émeutes ont surpris et le gouvernement et les autorités, mais les émeutes ont été un rappel que il y a une frange de la population française qui n'est pas simplement circonscrite aux banlieues, mais qui couvre le territoire national, et que il y a des choses peut-être à craindre, et la population française place, tous les sondages le montrent, la sécurité comme priorité, même devant le pouvoir d'achat, ce qui était d'ailleurs encore l'année dernière la priorité des Français. Aujourd'hui, la sécurité comme priorité. Et donc effectivement, cette population française, dans l'angoisse, dans un climat anxiogène, a pris le 7 octobre comme quelque chose qui peut être une préfiguration de ce qui pourrait lui arriver. Et donc, de plus en plus de politiques, locaux, régionaux, voire même nationaux, commencent à reprendre cette antienne que d'ailleurs certains de nos de journalistes qui connaissent bien la question, je pense ou de publicitaires comme Franck Tapiro qui revient d'Israël avec le voyage du KKL, ont su effectivement ramener au devant de la scène. C'est qu'effectivement ce qui se passe ici pourrait se passer chez vous. Je vais vous faire un petit rappel historique. Dans les années 80, il y avait un ambassadeur d'Israël qui s'appelait Ovadia Sofer. Il était un peu raide, un peu crispé. Mais il disait que ce qui se passait dans l'intifada, ici en Israël, il demandait aux journalistes, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait se passer chez vous un jour ? Et nous étions dans les années 80. Aujourd'hui, la France, l'Europe bien sûr, mais nous parlons de la France. La France aujourd'hui, pour répondre à ta question, fait peut-être ce distinguo entre le pays légal et le pays réel. Le pays réel semble plutôt aujourd'hui comprendre qu'Israël est à l'avant-garde de la défense de la démocratie et des valeurs de la démocratie. Donc peut-être vers un rapprochement entre la France et Israël à la suite de ces événements. Absolument. Oui, Éric Zemmour le disait. Éric Zemmour disait que c'était le même combat. Il était là également cette semaine en même temps que Et je rappelle que Éric Zemmour avait collecté 50% des votes pour lui
ici en Israël. Et lui, il a dit là pendant sa visite qu'effectivement c'était le même combat, parce que toi tu dis est-ce que ça pourrait être arrivé en France, mais ça l'est déjà. On vous rappelle qu'il n'y a que quelques jours que cet enseignant Dominique Bernard a été décapité encore en France. Hein. C'est exactement le même combat. Merci Avi pour ce sujet sur la France amie ou pas d'Israël. Alors, on va retrouver maintenant Pug en duplex. Bonjour Pug.